c'est l'eau qui traverse Loris. Bon, certes, il y a le béton qui accentue la problématique, mais fut une époque, il y avait des tounes. Les tounes, ce sont des petits canaux souterrains qui ont été faits par les Romains et qui sont en pierre. Et tous ces canaux drainaient l'eau de Loris, l'orientaient vers les fontaines. Et donc, on avait un village qui était beaucoup plus hydraté, donc beaucoup plus végétalisé. Donc, il existe des plans de ces tounes. Donc, certains endroits, certes, ont été cassés, mais on peut retrouver les circuits initiaux et on peut récupérer cette eau. Parce que cette année, on l'a vu, avec tout ce qui est tombé, si on avait eu la possibilité de canaliser cette eau, aujourd'hui, on aurait cette richesse qui serait à proximité. Et surtout, évidemment, arrêter de couper les arbres et replanter derrière. Alors, maintenant, on va parler d'urbanisme, parce que quand on arrive à drainer l'eau, il y a un moment, il faut parler aussi de toute la partie urbanisme. Alors, j'ai mandaté depuis quelques mois, je l'ai énormément sollicité, on a passé beaucoup de temps ensemble, quelqu'un qui est professionnel dans cette partie-là, parce que l'urbanisme, c'est... moi, je vous avoue que la première fois où j'ai fait une formation en urbanisme, j'y suis vraiment allée à reculons, parce que c'est très complexe. Donc, il faut laisser ça aux gens qui sont compétents. Donc, j'ai demandé à Jean-Claude de venir nous aider pour pouvoir présenter quelque chose qui soit logique par rapport au village et logique par rapport au développement de l'habitat, parce que, vous le savez, on manque terriblement de logements à Loris, les jeunes ne peuvent plus se loger, les anciens sont obligés de déménager parce qu'ils vont dans des foyers, moi je connais un couple qui était dans la plaine, qui est parti à Cavaillon, franchement ça me fait de la peine. Donc Jean-Claude va nous exposer tout ce dont on a parlé, tout ce sur quoi on a travaillé depuis quelques mois. Merci Dana. Bon, je vais essayer d'être un bon orateur. Je pense pas. Mais pour m'en sortir, j'ai pris un petit listing, comme ça sera plus facile pour moi. Donc j'ai promis à Jade, d'une part, que tout ce que je vais vous expliquer ce matin, je ne dépasserai pas le temps de 20 minutes. Donc pour être certain de ne pas dépasser le temps de 20 minutes, je vais mettre un chrono, comme ça je suis certain. Comme ça, au bout de 20 minutes, ça s'attend automatiquement et je m'arrêterai de parler. C'est normal, quand on est passionné d'un métier, il y a tellement de choses à dire, et surtout dans l'urbanisme. Croyez-moi que le sujet est très, très, très vaste. Voilà, top chrono, j'y suis. Bien. Je vous remercie pour votre présence, j'espère être à la hauteur. J'avoue, je n'ai pas trop l'habitude de prendre la parole devant une assemblée aussi importante. Généralement, je suis plutôt dans des réunions de conseil des mairies, la plupart du temps, et je suis en face de 10, 15, 20 personnes pour présenter des projets et expliquer comment on peut développer une commune et dans un développement durable, écologique, et qui permet effectivement d'apporter le besoin des administrés. Alors je vais me présenter, d'habitude je me présente plutôt dans mon domaine professionnel, mais également je vais me présenter un petit peu du côté de ma vie privée, et ça me permet pendant ces 30 secondes de me détendre pour pouvoir vous parler plus facilement. Donc alors j'ai 57 ans, j'espère que vous pouvez imaginer que je suis jeune ou âgé, mais quoi qu'il en soit, je fais partie des seniors bientôt. J'ai 3 enfants, et pourquoi pas 4 petits-enfants, effectivement. Et donc, je pourrais dire une famille de 3 générations sur Loris. Aujourd'hui, je peux dire 4 générations, puisque ma belle-mère est ici présente, et elle est en train de me regarder si effectivement je me débrouille bien de ce que je vais vous raconter. Je peux donc vous parler de développement démographique, puisque la toute dernière naissance, elle est du 1er janvier, ma petite fille, et de cette année, une grand-mère octogénaire. Donc vous voyez, 4 générations sur Loris. Donc on peut parler de développement démographique et se rendre compte de ce qui se passe par chaque génération. Quand on parle de relations intergénérationnelles, le début d'une relation intergénérationnelle se fait déjà au sein de sa propre famille, puisqu'effectivement on a des enfants, des petits-enfants, et les grands-parents. Nous sommes arrivés dans la région de Malmort, à York-Lanturon depuis 2001, et on habite à Loris depuis 5 ans. Alors maintenant, au niveau de l'activité professionnelle, je suis aménageur foncier, développement des restructurations urbaines, promoteur, constructeur, ça fait partie des principes des groupes de promotion en fait. Et ma fonction,
j'aime pas trop dire ma fonction parce que ça fait des grands termes avec des titres. Je suis directeur général de développement immobilier d'une société de promotion et mon expérience est de 20 ans. Alors, pour certains, vous connaissez, vous êtes des nouveaux habitants de Loris, des voisins, des 2 programmes d'habitation de villa que j'ai réalisés sur le chemin de Léo, de Roquefraîche, depuis 2017. C'est en 2016 que j'ai fait connaissance de M. le maire Rossé et ses adjoints, ainsi que les services d'instruction d'urbanisme, afin de développer ce programme en prenant en compte le besoin du logement résidentiel, primo-accédant, adapté essentiellement à des jeunes familles, ainsi qu'à des familles seniors. C'est les deux projets que j'ai réalisés sur Loris, du côté de la maison de Colté. C'est avec plaisir que je vois ces nouveaux Lorisiens qui participent dans la vie quotidienne de notre village, à la vie sociale et économique. Et voilà un exemple de dynamisme amené à Loris, un nouveau quartier entre le chemin des Mous, la Marquette et la route de Roquefraîche, avec le programme de villa de M. Ramos, qui lui a fait le Clos de Vigne, moi-même le Clos Perrière et le Clos Lorus. Voici donc une quarantaine de maisons neuves sorties de terre, respectant le développement durable et représentant environ une centaine d'habitants avec ses enfants. Donc on voit bien que la population, démographiquement, augmente en fonction des projets qui se réalisent. Donc je vais passer directement sur, parce que je vois que mon chrono tourne vite, donc je vais passer directement sur l'aspect le plus important qui est le contexte du projet. Bon, j'ai fait une visite guidée de notre village avec un architecte avec lequel je travaille régulièrement, Christophe Joly, architecte de PLG, afin qu'il puisse établir des projections de développement urbain en prenant en compte des critères suivants. Alors, les critères généralement sont les réseaux d'eau potable d'assainissement et pluvial existants sur le secteur, le centre-ville et les moyens de commodité, les stationnements disponibles, état des lieux existants et son environnement, détecter les structures manquantes, les infrastructures concernant les flux, les circulations de véhicules, piétons et cyclistes. Bon, en premier lieu, je souhaite vous informer sur la situation actuelle et vous expliquer l'évolution des lois sur le logement. Alors, règlement de l'urbanisme, depuis 1986, le territoire est soumis au POS, actuellement au RNU, transition du PLF. Alors, le POS, c'est le plan d'occupation des sols. On est passé donc à RNU, règlement national d'urbanisme, et aujourd'hui, transition du PLF. C'est une nouvelle réglementation qui est attribuée depuis 2000. Alors, concernant le plan local d'urbanisme, donc la loi SRU du 13 décembre 2000, c'est relatif à la solidarité et au renouvellement urbain. C'est un texte qui modifie profondément le droit de l'urbanisme et du logement en France. C'est-à-dire que depuis que 2000, que l'État a créé ce texte-là, c'est pour effectivement recentrer la construction dans les centres urbains et de façon à ce que quand on fasse un développement, les logements, que ce soit des logements sociaux, accession à la propriété, eh bien c'est par des cercles au fur et à mesure autour du centre-ville. Le droit du logement a été modifié, les missions des bailleurs sociaux sont redéfinies et étendues par des articles qui ont été la mobilisation du foncier public en fonction du logement social et le renforcement des obligations de production du logement social. C'est-à-dire que depuis 2015, effectivement, il y a un constat qui a été fait de la difficulté de jeunes couples et d'accédants pour se loger. Et donc, l'État a voulu aider les plus fragiles par le biais des bailleurs sociaux qui permet effectivement de pouvoir également être locataire ou autrement être à l'accession à la propriété également. Le quota de logements sociaux est de 20%, sachant que ce taux a été relevé à 25% par la loi Allure le 24 mars 2014. C'est-à-dire que quand on prend une commune de 4000 habitants, il faut considérer que si on a 20% de logements sociaux, ça représente 1000 habitants, et ainsi de suite, on calcule le nombre de logements nécessaires. Notre situation relevée en 2013, ici, il est exactement de 1,94%, soit 37 logements pour une population de 3852 habitants en 2013. Donc, il y a automatiquement un calcul
qui fait le rattrapage de chaque triennal, ce calcul sur le triennal des logements sociaux, et le calcul se fait par rapport au nombre d'habitants. En 2015, nous étions à 2% pour 3789 habitants, et en 2019, d'après mes prévisions, parce que pour moi, on n'a pas le retour de l'INSEE, 4000 habitants, on serait à 2,67%. Donc on peut imaginer qu'on est très loin de l'élément des 20%. Bien sûr, ce n'est pas un contexte d'atteindre les 20%. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse également permettre à ceux qui sont ici, qu'ils puissent avoir des logements de façon assez convenable, surtout dans le contexte de développement durable et économique, et surtout que la réglementation va changer encore d'ici 2021, puisque nous serons dans un principe d'une réglementation d'environnement. Donc ça veut dire des constructions de maisons écologiques. On va éviter maintenant des isolations avec de la laine de roche, ça va être plutôt de la laine végétale, et ainsi de suite. Et donc, tout ce qui va se faire maintenant sur les prochains projets, il faudra prendre en compte tous ces éléments. Alors, un petit élément, peut-être vous avez entendu parler, quand je vous explique, quand je vous donne des informations, généralement, mon métier, malheureusement, c'est pas du rêve. On est obligé d'avoir des éléments concrets. On est assez pragmatique dans ce que nous faisons. Et forcément, je prends une information bien précise, que ce soit Légifrance, que ce soit sur délégation de conseil de mairie, et ainsi de suite, pour vérifier les éléments qu'on va apporter à nos communes. Bon, le groupe a perdu son exemption sur le quota du logement social le 31/12/2019, c'est-à-dire que jusqu'à présent, donc la loi SRU, un document officiel, il y avait 21 communes qui étaient exemptées de pénalités sur les logements sociaux, le temps de pouvoir se retourner, parce qu'on peut imaginer qu'une commune de 4000 habitants n'a pas la même capacité au niveau de la mairie et de ses conseillers de préparer, organiser, programmer des logements. Donc on leur donne plus de temps. Ces communes-là bénéficient de cette exemption. Cette exemption ayant la perte de cette exemption, cela veut dire que l'INSEE, par rapport au nombre d'habitants, le nombre de logements principal par rapport au logement social, il va y avoir des pénalités. Et elles seront appliquées entre les 20% minimum et le taux actuel du logement. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, le préfet, alors bon, je n'ai pas les informations bien sûr parce que je ne suis pas à la mairie, le préfet va décider quelle serait la pénalité par des calculs bien précis qui sont bien sûr réglementaires, la pénalité que le risque va avoir et comment le maire et ses adjoints, les conseillers, vont pouvoir apporter des informations, des éléments pour minimiser cette pénalité qui va être une charge supplémentaire dans le budget de fonctionnement de la commune. Bon, je ne vais pas rentrer dans le calcul de la pénalité, on calcule sur les triennales et puis un pourcentage sur des éléments du fonctionnement des dépenses. Et donc ça permet d'avoir un bon calcul en connaissant exactement le montant de la pénalité. Alors si tu veux... C'est bon. Voilà. Donc je suis plus à l'aise ici maintenant parce que c'est vraiment dans mes activités précises. Donc premièrement... Ah, en plus... Voilà. Oui, mieux. Donc... Non, c'est bon, ça. 1, 2, 3, 4, tout le monde arrive à lire les numéros. 1, 2, 3, 4, vous arrivez à lire ou je le pointe avec si le faut, tout voilà. Alors, la faisabilité des projets doit être avant tout budgétisée. C'est-à-dire que quand on réfléchit sur un développement durable dans du logement, on prend en compte plusieurs points importants. Ceci dit, vous voyez, ça fait pratiquement 4 secteurs. J'ai visité tous ces secteurs avec, bon, bien sûr, à l'intérieur ici, je peux très bien parfaitement où cela se situe et qu'est-ce qui se passe autour. Et j'ai profité de venir avec un architecte urbaniste avec lequel je travaille régulièrement sur des projets dans le Bouches-du-Rhône, dans le Var, ici dans la région. Et je lui ai demandé de me donner une image et une réflexion de ce qui pourrait
se faire pour développer notre village dans de bonnes conditions, sachant que ce que vous allez voir, ce n'est que et uniquement des réflexions et non pas des projets définis et ainsi de suite. Parce que généralement, quand on voit un projet, on voit un élément, on considère que c'est fait, c'est ce qui va se passer. Non, pas du tout. C'est justement avec concertation qu'on évolue dans les projets. Donc, premièrement, donc, la faisabilité de ces projets, moi je veux dire, on doit avant tout budgétiser. Comment? Eh bien, l'investissement financier, la durée de l'amortissement d'un projet. Les recettes, l'exploitation, les loyers, les taxes et les ventes, le taux de rendement, le retour d'investissement, c'est plein de termes pour vous, peut-être pas très importants, mais sachez que pour moi, tous les jours, quand je présente un projet, je fais un budget à un maire ou un budget à un vendeur, une proposition pour que de toute façon, ce que le programme puisse se réaliser, je prends tous ces éléments en considération pour avoir ce développement. Il y a également un point important, parce qu'on va parler de projets sur le domaine public, parce qu'il y a le domaine public, donc avec des biens publics de la collectivité, et le domaine privé. Quand nous sommes sur le domaine public, il y a d'autres éléments qui rentrent en considération. C'est souvent donc, le premier élément important, et ça, ce ne sera pas mon rôle d'en discuter, c'est pas ce jour, mais le rôle du maire et ses conseillers financiers, c'est surtout la capacité d'autofinancer de la commune, le taux attribué au projet, c'est-à-dire comment il va pouvoir faire des financements, comment la commune va pouvoir financer ses projets, et quelles sont ses recettes, quelles sont ses charges, et quel est le retour de l'investissement. Ça, c'est très important. Généralement, c'est des grandes discussions que nous avons autour de la table avec les mairies pour savoir comment on va équilibrer leurs projets. Bon, la pérennité de la capacité d'autofinancement sur la durée d'amortissement, c'est-à-dire que quand il y a un projet qui est mis en route, on va dire, en étude, souvent, il faut bien réfléchir si ce projet va être d'une durée, d'une courte durée, à court terme, à moyen terme ou à long terme, et en fonction de sa durée, eh bien, il faut vérifier de l'autre côté, donc les financiers, dans le conseil de la mairie, il y a toujours une personne qui est de la finance, et les comptables vont vérifier si leur budget permet d'avoir une pérennité pour financer ce projet, et son retour sur ce projet. Donc après, nous avons surtout, une fois qu'on a établi la durée des projets sur amortissement à court terme, moyen terme, long terme, je vais vous dire, afin d'éviter un surendettement, ça c'est important, le choix prioritaire des calendriers et des projets doivent être assurés par le nécessaire retour de l'équipe financière et des dépenses de ses recettes. Bon, à ce jour, le PLU n'est pas applicable, ça je tenais à vous le dire. Souvent, on est là, on se dit, tiens, mon terrain est construit, il ne peut pas construire, qu'est-ce qui se passe à la mairie? Je suis sur quelle orientation? Je ne sais plus. Donc, aujourd'hui, à ce jour, je répète, le PLU n'est pas applicable. Bon, j'ai lu la dernière délibération du Conseil du mois de mars 2019, bien sûr de la mairie ici. Le projet de PLU a été arrêté par la délibération du 28 novembre 2018 et transmis à la préfecture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le PLU que j'ai ici, un exemplaire, a été transmis au préfet, et de ce fait, il y a eu un retour du préfet. Quoi qu'il en soit, et là c'est un travail que j'avais pris un peu en considération, Jeanne a précisé que ces réflexions et le travail de tous les deux sur les projets concernant le développement de Loris, ce n'est pas uniquement pour sa candidature, mais des idées à partager avec les citoyens et les collectivités. Donc, c'est vraiment important, c'est pour cette raison que je me suis dit à travailler vraiment sur les éléments de la commune, parce que Jeanne, vraiment, elle considère que c'est pour la commune et non pas juste pour le contexte de la candidature. Jeanne, tu peux passer les autres éléments? Alors, je pense que voilà. Donc, le premier, vous avez ici, donc, concerne l'entreprise d'embouteillage de Ravoire, l'ancien monsieur Ravoire. Donc, la réflexion était de délocaliser et donc de rapidement amortir ce sujet par
de délocalisation d'une salle et créer une salle polyvalente, une maison des associations, sport et culture. C'est-à-dire, délocaliser, en fait, c'est créer un centre de vie associatif et recevoir également pour tout ce qui va être spectacle, ce qui va être polyvalent, et permettra également pour le dojo, pour les activités sportives, également pour tout ce qui est les arts martiaux, et ainsi de suite, la culture, la musique, et ainsi de suite. Vous voyez un petit peu ou pas du tout? Oui, c'est très évident. Bon. Alors, dans la continuité ici, la continuité, je vais essayer de vous décrire, ce sont en fait un principe de logement de maison de village qui permet de maintenir par rapport au centre de vie donc, du château, d'avoir une continuité de logement, mais en forme de maison de village, avec des T2, des T3. Alors, on me pose la question si c'est vrai que le logement sur la place du logement social ou du logement privé, ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comment arriver à amortir des investissements qui ont été faits, importants, qui étaient un investissement de 1,3 million par la commune, et essayer d'absorber cet investissement par de l'amortissement, c'est-à-dire développer un projet, comment le financer, et essayer d'absorber cet investissement, qui aujourd'hui devient un endettement, puisqu'il n'y a pas de projet en face. Donc là, ce que vous voyez, les lignes rouges, ici, en fait, la réflexion, quand je me suis promené avec l'architecte, eh bien, la réflexion, c'était de voir comment on pouvait avoir des lignes douces, c'est-à-dire des lignes piétonnes, de façon à pouvoir se déplacer en passant par ce grand jardin, qui était un magnifique jardin, je ne le connaissais pas, mais j'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises maintenant. Et on voit bien qu'il est possible de pouvoir circuler en tant que piéton, également en tant que cycliste, selon les secteurs, bien sûr pas dans le jardin, pour venir directement au terrain du château, qui est un magnifique projet. Tout à l'heure, Dominique parlait de la maison du pays, qui est très intéressant. Alors, moi aussi, je connais bien pas mal de maisons de pays, je sais exactement comment ça fonctionne, puisque j'ai eu l'occasion d'en construire pour certaines communes. Et donc, Dominique, cette idée-là, qui émane de sa culture dans l'écologie, dans l'aide au niveau donc, de regrouper les artisans, les créateurs, et bien, dans le schéma, on considère qu'ici, on a un giratoire qui permet donc, de vraiment avoir une visibilité. Hop, j'ai déjà dépassé, mais je continue un petit peu, comment vous allez dire, il ne donne pas tout expliquer. Une visibilité, et donc là, ici, mettre la maison du pays, pourquoi pas, avec son office de tourisme, parce que ce sera vraiment une très belle carte de l'entrée de Loris pour une vision avec le château, et nous permettant de venir se recueillir ici pour découvrir tous les artisans qui peuvent être au niveau de cette maison de pays. Alors l'idée aussi c'était de prévoir ici un principe de location de vélos assistance électrique et des VTC et des VTT, c'est-à-dire que les touristes, aussi bien les habitants que les touristes, je vous expliquerai pour les habitants, mais ça se fait dans les communes, dans les Alpes, et croyez-moi, j'ai participé, c'était très sympathique. Eh bien, en fait, au lieu de se déplacer avec sa voiture et rentrer dans le contexte écologique, et rentrer dans le contexte durable, au lieu de se déplacer avec sa voiture, on est dans la maison du pays, on va profiter de découvrir tous les artisans, les créateurs. Donc, généralement, c'est une coopérative, un fonctionnement. Et donc, ça crée de l'emploi, puisqu'en fait, il y a une mutualisation de ces activités, et ça crée de l'emploi dans le sens où soit c'est une mutualisation déjà des salariés des activités, ou soit c'est effectivement de l'embauche directe. Et l'ensemble, en fait, la coopérative, la mairie participe dans cette coopérative, puisqu'elle est propriétaire des lieux, ou autrement en tant que bailleur construction, bailleur emphytéotique. Et à ce moment-là, elle a une recette qui arrive, d'une part, et deuxièmement, le crédit de l'emploi, et troisièmement, c'est attractif, puisqu'effectivement, on est au départ, à l'entrée de notre village. Vous avez ici le château, alors bon, plus à l'admiration de ce château, de cette terrasse de château. C'est magnifique, on a la vue de tous les côtés quand on vient de Puget, on voit ce château, il est très beau. Et effectivement, ce château il reste dans un état de plus en plus, malheureusement, délabré. Et c'est embêtant d'avoir un si bel
authenticité au centre de Loris, dans ce village, et qu'on ne peut pas le faire évoluer parce qu'il faut réfléchir, avoir des idées et surtout arriver à trouver un équilibre. Moi je parle plutôt de la finance, trouver l'équilibre de façon à ce que ce château ne coûte pas, il y a toujours un coût bien sûr, mais arriver surtout à l'exploiter et en faire surtout un point très important au niveau donc, de l'identité de Loris. Et l'idée, on en parlera tout à l'heure, c'est un monsieur qui prendra la parole tout à l'heure après moi, avec lequel j'ai longuement discuté, c'est d'en faire une résidence d'artistes et de restauration. C'est-à-dire que l'idée, c'est que sur ce château et cette place, c'est de pouvoir recevoir donc, des chanteurs, des artistes, des créateurs, et ainsi de suite, qui pourraient être logés. Et de l'autre côté, un restaurant qui permettrait, avec cette belle terrasse, de pouvoir également profiter de cet endroit. Alors, donc je ne vais pas développer ce sujet-là, parce que bien sûr, c'est un sujet qui prend en compte pas mal d'éléments, c'est-à-dire, vous allez me dire, alors la circulation, les véhicules, on va parler de tous ces éléments-là. C'est pas l'objectif, parce qu'effectivement... Ouais, c'est pas l'objectif, parce qu'effectivement, ça va être un peu trop compliqué de tout expliquer. Voilà, bon, je vois que je prends trop de temps, donc je vais essayer d'accélérer. Pardon. Ici, vous avez le parc de loisirs. Et là, vous trouverez dans ce parc de loisirs, juste à côté, le pigeonnier avec cet espace. La réflexion, c'était de délocaliser la maison des jeunes, le jouxter avec, on appelle ça le principe de domicile partagé pour les seniors. Dans l'explication, c'est une maison avec 8-10 possibilités de loger des retraités seniors, célibataires, et en fait de rester avec un parking public et d'avoir ce contexte de relation intergénérationnelle entre la jeunesse et nos retraités, nos anciens, afin que la culture se croise dans ces événements. Tout ceci, ce sont des passages de liaison douce qui permet de traverser pour aller également à la pharmacie et de venir jusqu'au parking Rimini. Dans le parking Rimini, l'idée c'est de rénover le parking Rimini, comme on disait tout à l'heure Dominique, donc le paysager, prévoir des parkings avec des bornes électriques, parce que de plus en plus on parle de véhicules électriques, donc pourquoi pas, c'est un coût bien sûr, mais tout ça se calcule. Faire une petite placette mais qui permet de maintenir l'ensemble du parking. Et puis, un point d'équilibre qui permettrait, juste pour prévoir peut-être un cabinet d'analyse et 2-3 activités de professionnels, enfin en rez-de-chaussée ici, de façon à pouvoir accueillir directement les personnes concernées dans la question du village. Merci. Alors, à la sortie du village, le cimetière. Donc, j'ai repris cet ensemble, donc c'est la continuité du village, et on considérait qu'ici on peut avoir un écoquartier à vocation mixte, logement d'accession et village senior. Et de ce côté ici, du logement MI, c'est-à-dire un logement villa, citoyenne, pour de l'accession et de la location. Donc c'est un ensemble ici, donc où effectivement on peut continuer le développement du quartier, et tout en profitant de tous les réseaux qui sont disponibles à disposition. Okay. Donc, là, vous avez le parking d'Irigan. Il y a un cheminement. Ici, de cette zone-là, on apparaît également. On voit le développement on voit aujourd'hui l'urbanisation qui est ici. On a une poche vide, c'est la loi Siri, en fait, qui nous explique que les poches vides, il faut les remplir tout simplement. Et là, bon, c'est une réflexion à long terme, non pas à moyen terme, sur un écoquartier à vocation mixte, du logement collectif, des zones individuelles et activités. Donc ça, c'est un projet à long terme. Donc projet à court terme, on va voir. Deuxième projet, c'est plutôt un travail sur le secteur du parking. Et troisième projet, plutôt la partie village senior. Et quatrième projet, réflexion de projet, l'OAP, qui est ici. Voilà, bon, j'ai pris beaucoup de temps, mais je savais que j'allais déborder, c'est pas possible de dire ça un peu de temps. Merci. Vous avez vu la difficulté quand on commence avec l'urbanisme. Bon, c'est complexe,
mais ça demande de toute façon une compétence parce qu'il faut absolument se pencher sur, sur le problème urbanistique du village. Alors, concernant le tourisme et la culture, Jean-Claude en a parlé tout à l'heure, notamment par rapport au château. Tout ce qu'on vous présente ici, ce ne sont que des pistes de réflexion. Bien évidemment, après, on devra avoir des concertations, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on travaille tous en plus de nos jobs respectifs, donc on prend sur notre temps, donc on lance des pistes de réflexion, c'est ce qui nous paraît logique, mais bien évidemment, derrière, on aura les concertations qui vont arriver. Alors, pour ce qui concerne le tourisme et la culture, voilà. Donc, je vous présente Bill. Là, il avait quelques années de moins sur ses photos. Et des cheveux, j'ai pas osé le dire. Donc, Bill est lauréat depuis quelques années, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Et en parlant de culture, je vais le laisser dire parce qu'il y a tellement à dire. Bonjour, bon, écoutez, ça va être un moment de détente, après l'urbanisme qui est assez ardu quand même à comprendre. Donc on va parler de divertissement, et je m'excuse, mais je vais être obligé de me présenter rapidement. Et comme en communication, on dit qu'une image vaut 1000 mots, donc on va gagner du temps, c'est pour ça que je vous ai mis quelques photos, et vous allez tout comprendre. Donc je suis musicien. Ça fait 50 ans que je fais ce métier et j'ai accompagné sur scène et dans les studios pas mal d'artistes français. Et ensuite, quand les tournées ont été trop difficiles, trop fatigantes, parce que la vie de tournée c'était extrêmement fatigant, donc on fait ça 20 ans et après il faut s'arrêter. Donc j'ai commencé à composer des chansons et puis il y a certains artistes à qui elles ont plu. Et donc, ils les ont chantés. Voilà, là, par exemple, c'est Michel Polnareff, c'est une tournée au Japon. Voilà, Patricia Cass qui a chanté une chanson. Là, j'ai fait chanter Sophie Favier, Fofi, qui est une personne adorable. Voici Rock Voisine. Bon, j'ai fait pas mal de chansons pour Rock Voisine. On a fait 4 albums ensemble. J'ai été directeur musical de Maxime Le Forestier, de Michel Polnareff également. Et puis j'ai fait partie du... Bon, j'en suis pas le plus fier, mais du groupe Dallas. Donc vous vous rappelez tous du feuilleton, et la musique du début, Dallas, voilà, c'était nous. Donc, on a fait plein de télévisions, on a bien rigolé, on n'a pas gagné grand-chose, mais bon, c'était bien. Et voilà, donc, encore en duo avec Maxime Le Forestier. Et puis, dernièrement, je travaille avec Vincent Niclot, vous savez, notre ténor français. Et voilà, là, on était à Budapest en train d'enregistrer avec un orchestre symphonique. Voilà. Donc, on va rester là-dessus. Non, on peut éteindre. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est en rapport avec les projets culture. Je me suis dit, enfin j'en ai parlé à Jade et puis à toute l'équipe, que je mettrais volontiers tous mes contacts, mes relations, toute mon expérience dans ce métier pour proposer, pour avoir des idées. Et donc j'ai proposé une idée à laquelle je pense depuis longtemps, puisque quand j'ai visité le château, que j'ai vu les terrasses, etc., j'ai même assisté à de beaux spectacles sur les terrasses du château. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là, pour un petit peu redynamiser le village, pour attirer du monde. Et donc j'ai pensé qu'on pouvait organiser un festival de musique sur 3-4 jours. Commencer doucement, ça ne peut pas se faire en une seule fois, donc il faut augmenter petit à petit, commencer doucement. Mais je pense qu'en 3-4 ans, on peut facilement installer quelque chose qui pourrait avoir une renommée au même titre que le festival de Lourmarin, celui d'Avignon, celui de la Roque d'Enterron, de notre style. Alors bien évidemment, on pourrait allier plusieurs musiques, les mélanger, parce que maintenant elles s'entendent bien entre elles, les gens aiment bien la musique pop, les chanteurs français, le jazz, la musique classique, voilà.
Donc, ce serait, grâce à mes contacts et grâce à mon expérience dans ce métier, ce serait quand même relativement possible. Je ne vais pas dire que ce serait facile, parce qu'il y aurait quand même énormément de boulot. Et en amont, donc il faut rechercher des partenariats, rechercher des subventions, faire le contact avec les artistes et surtout avec leurs producteurs. Et donc là, il est question de sous, bien évidemment. Et il est évident que ce projet doit faire gagner de l'argent à la commune et ne pas lui en coûter. Ça, c'est important. Voilà. Alors, l'enjeu, donc je vous ai dit, ce serait de faire un festival qui serait connu et reconnu au bout de quelques années. Et ça redynamiserait Lorris. Donc, il y a du monde qui viendrait. Le château, il serait mis en valeur, puisque les gens diraient « Waouh, quel beau site !» Il faudrait... Bon, évidemment, comme disait Jean-Claude, il va falloir faire des aménagements, il va falloir rénover. Bon, il y a du boulot, mais je pense que si les Lorisiens ont cette envie et cet enthousiasme et sont d'accord, parce que si les Lorisiens ne sont pas d'accord, on ne pourra rien faire, c'est évident, donc c'est ensemble ou pas. Voilà, donc c'est une idée que j'ai eue, que j'ai proposée, et qui est faisable. Mais il faut qu'on fasse tout ça ensemble. Et puis il y a une deuxième idée qui est un petit peu plus facile à organiser, que j'ai eue également, c'est de faire une soirée, alors on pourrait l'intituler « Rire à Lorris ». Rire à Lorris. Voilà, et je vais vous dire pourquoi c'est plus facile, parce que j'ai un de mes meilleurs amis, qui est directeur d'une grande radio, qui fait partie du groupe Énergie, et qui fait des partenariats, qui organise des tas de soirées humoristiques avec des humoristes. Voilà. Vous voyez ça à la télé, il y a le Festival du Rire de Liège, de Montreux, il y a le Marrakech du Rire, etc. Et ça serait dans ce style-là, c'est-à-dire avec un humoriste qui présente, qui fait le lien, et chacun fait un petit sketch, ça dure 2 heures, et tout le monde se détend, et tout le monde rit à gorge déployée, et ça peut devenir aussi une référence pour Lorris. Voilà, alors évidemment ce ne seront pas les seuls projets, là j'ai insisté sur ces deux-là parce qu'ils sont nouveaux et que c'est plus ma partie, mais il y aura bien évidemment d'autres projets. Il y a nos amis Martine et Pierre qui j'espère vont continuer leur festive de plus belle. Ils auront besoin de soutien, de nouveaux collaborateurs, ça c'est sûr, et puis on compte sur tous les Lorisiens, sur tous les artistes lorisiens, les créateurs, les peintres, les sculpteurs, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, j'en oublie sûrement, tout ce qui est artistique, et on peut animer toute l'année le village et lui donner une vie voilà, sympathique. Voilà, bon, j'espère que je n'ai pas été trop long, et puis je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. Très bien. Bon, alors je vais finir sur un sujet un peu moins festif, mais il faut en parler aussi. Vous voyez d'où l'intérêt de séquencer les sujets en différentes réunions publiques, parce que c'est tellement riche et c'est tellement important. Alors, la sécurité, donc je vais être relativement brève, simplement pour vous rappeler le rôle du maire en matière de sécurité. Certains le savent peut-être, mais le maire est ce qu'on appelle le premier officier de police judiciaire du village. Donc ça veut dire que c'est lui qui décide de ce qu'il va donner dans son village en matière de correction, de répression, de laisser-aller, etc., etc., et en matière d'embauche de policiers municipaux. Son rôle est bien la sécurité des personnes et la sécurité des biens. Quand on parle d'OPJ, un OPJ a le droit de mettre des amendes. Ça veut dire que non seulement le maire, mais certains adjoints peuvent se balader avec une petite souche verte, coller des amendes s'ils le souhaitent. Alors, moi j'ai alerté plusieurs fois le conseil municipal au sujet de la sécurité à Lorris, parce qu'on souffre tous des mêmes choses. À partir de 17h, le stationnement sauvage. Hier soir, je suis rentrée chez moi, en bas de la rue du Murier, on ne peut plus passer parce qu'on a 2 véhicules qui se stationnent systématiquement. Donc ça veut dire qu'une camionnette ne peut pas passer. Donc régulièrement, j'alerte le conseil municipal sur la problématique de sécurité. Les voitures rayées, les rétroviseurs arrachés,
balai d'essuie-glace arraché, de la même façon. Ce à quoi il m'est répondu très régulièrement qu'il n'y a pas de délinquance à Loris. Donc, je suis allée fouiller. Donc ça, c'est le dernier conseil municipal. Donc c'est là où j'ai alerté pour la énième fois sur la sécurité. C'était le 10 octobre 2019. Donc je suis allée chercher les chiffres. Alors, les chiffres à Loris, donc je vous l'ai dit brièvement, les cambriolages, c'est 9,42 cambriolages pour 1000 habitants, alors qu'au national, on est un petit peu en dessous. Donc ça veut dire qu'on a de la problématique de cambriolage sur Loris. Ça, ce sont les chiffres qu'on trouve sur les sites du gouvernement. Donc la typologie de violence à Loris, c'est très simple. On a beaucoup de vols, dans ces fameux 9%. Donc on a une grosse partie de vol et de dégradation. On a un petit peu de violence aux personnes, de la délinquance économique et financière finalement très peu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de délinquance en col blanc à Loris. C'est déjà pas mal. Et les autres crimes et délits qui représentent à peu près 11% aussi. Donc, quand on regarde d'un peu plus proche, on a beaucoup de violences gratuites, c'est ce que je vous disais, des violences sur les biens, pas forcément sur les personnes, mais sur les biens, des dégradations. Et ça, à un moment, c'est la responsabilité du premier officier de police judiciaire du village, c'est-à-dire le maire, de dire soit on laisse faire, soit on met en place des mesures qui vont être draconiennes concernant ça. Donc il est évident que si on a un maire qui prend ça en charge, alors c'est peut-être aussi pour ça que de temps en temps on me qualifie de frontiste, moi je souhaite que dans ce village, on remette de l'ordre et qu'on respecte les règles. Il n'y a pas de raison que les voitures soient dégradées. Je vous rappelle quand même je pense il y a 2 ans, alors peut-être je me trompe, c'est peut-être 3 ans, mais il y a 3 ans, c'est 27 voitures qui ont été dégradées sur le parking Rémilly lors du soir du jour de l'an. Pour moi, c'est inadmissible. Donc ça veut dire qu'il faut remettre en place ce qui existe déjà. Il y a des caméras de sécurité qui aujourd'hui sont en panne. On a budgétisé la réparation, elles sont toutes pas réparées. On a des caméras qui ont été commandées, je ne sais pas où elles en sont d'installation, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Et la dernière chose, c'est concernant le nombre de policiers municipaux. Donc aujourd'hui, on est en carence, on est à 1 policier municipal plus une ASVP. Donc l'ASVP, c'est l'agent des services de la voie publique. Donc aujourd'hui, elle fait presque le rôle du policier municipal, alors que logiquement, on devrait être à 4. Donc on devrait avoir 4 policiers municipaux à Loris. Et là, on est loin du compte. En revanche, il y a des petites astuces pour pouvoir rectifier très rapidement le tir. C'est-à-dire qu'il y a une demande à faire par le futur nouveau maire. Ça prend 2 mois. On s'adresse directement au préfet. Quand on est en carence, on peut demander le système de la passerelle. Et à ce moment-là, on peut recruter 2 agents supplémentaires très très rapidement. Donc inutile de vous dire que j'ai déjà pris des contacts et qu'il y en a 2 qui sont prêts à venir tout de suite sur Loris. Alors, des solutions pour tous, donc je vais passer brièvement parce que Jean-Claude m'a bouffé mon temps de parole. Donc pour les questions, on verra après. Alors, on en avait parlé l'autre fois sur la réunion de Roquefraîche. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on arrive à faire quelque chose de concret au niveau des associations, des commerçants et des artisans. Aujourd'hui, il est malheureux pour le développement durable comme pour nos artisans de savoir que quand on a une fuite, par exemple, moi j'ai eu une fuite d'eau à la maison il n'y a pas longtemps, et bien j'ai pas trouvé de plombier, il a fallu que je fasse le tam-tam sur Facebook, et finalement c'est quelqu'un de Cadonnet qui est venu. Or, dans l'idée, c'est de faire un guide qui soit accessible évidemment en ligne, mais qui soit aussi sur papier, qui permette à chacun d'entre nous de trouver tous les corps de métier qui existent sur Loris, tous les commerçants et toutes les associations, sans distinction. Il en existe, mais tous les artisans, tous les commerçants ne sont pas répertoriés dessus. Quand je vous dis tous, c'est tous, sans distinction. Alors, bien évidemment, dans un agenda papier, si certains veulent payer une publicité pour être plus grand, j'ai pas d'état d'âme, mais il faut impérativement que tous soient représentés pour qu'à Loris, on arrive à trouver les personnes dont on a besoin. Artisans, commerçants, etc. Il y a plein d'artisans qui sont sur Loris et qu'on ne connaît pas, et c'est vraiment dommage. Ensuite, concernant la sécurité, bien évidemment,
La sécurité, certains le savent, il y a des jeunes qui sont en déshérence. Le problème aussi, c'est que nous ne leur proposons pas forcément quelque chose d'intéressant. Donc moi, j'ai prévu tout un programme, je le développerai la prochaine fois, mais tout un programme en partenariat avec des organismes de formation. Ça ne coûterait rien à Loris. Par contre, ils viendraient former les jeunes sur Loris pour que nous, à la mairie, puissions par la suite les embaucher en contrat civique. Alors, par rapport à, je le redis encore, Roquefraîche, sachez que tout ce qui est en projet là-haut va avoir des répercussions sur le village, notamment en matière de mobilité. Alors, j'ai mis une petite diablime, pour ceux qui vont à Aix, vous voyez les diablines. À Roquefraîche, on a 5 km entre le village et Roquefraîche. Grâce au projet développé en écoquartier, on pourra avoir des subventions pour développer des diablines, autrement dit de la mobilité verte. Si on développe ces diablines à mobilité verte, ça pourra nous permettre d'utiliser cette mobilité directement par les habitants. Pour les enfants, parce que je vous rappelle que je crois de mémoire, c'est encore 5 enfants qui sont scolarisés à Loris, qui habitent à Roquefraîche et dont les parents sont obligés de faire des allers-retours, puisqu'il n'y a plus de bus. Le bus a été supprimé il y a 3 ans. Ça permettrait aussi aux anciens d'avoir un accès à cette mobilité verte par le système d'allomérie. C'est-à-dire que ces diablines ne seraient pas utilisées tout le temps pour être à la disposition de l'ensemble des Lorisiens en disant moi je réserve, j'ai besoin d'aller au village tel ou tel jour, donc je vais réserver la diabline qui viendra me chercher chez moi. Le service allomérie indispensable pour garder le lien entre les habitants et la mairie. Et ensuite, très important, le service d'aide aux formalités en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a des petits appareils, des petits téléphones. Moi, je vous avoue que des fois, je m'arrache les cheveux pour arriver à faire des choses avec ces trucs-là. Mais mes parents, quand eux, assez récemment, le gouvernement a déclaré que maintenant, c'est les déclarations d'impôts en ligne. Si vous ne déposez pas en ligne, c'est 20 € d'amende, en gros. Donc ça veut dire qu'on a tout un tas de personnes qui ne sont pas forcément familiers avec ces petits outils. Il faut impérativement que la mairie mette ça à disposition, de manière à ce que quand vous ne savez pas faire quelque chose en ligne, vous avez vu là le BINS avec le recensement, c'est une horreur. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut que la mairie fasse le lien avec les administrés pour qu'on puisse avoir en permanence cette aide informatique pour tous. Alors, pour terminer, simplement, juste un petit rappel concernant nos coordonnées. Bien vivre à Loris, c'est une adresse mail où vous pouvez nous contacter. Vous avez aussi une page Facebook pour ceux qui sont familiers avec la page Facebook. Et je reviens sur... il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas reçu l'info pour la réunion d'aujourd'hui. Si c'est votre cas, vous avez des papiers, laissez-nous vos adresses mail en majuscules. Parce que la dernière fois, il y a 2 personnes, je n'ai pas réussi à relire, j'ai essayé d'envoyer des mails, c'est toujours revenu. S'il vous plaît, en majuscules, pour qu'on puisse vous informer des futures réunions et de ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous envoyer vos idées, vos demandes, les sujets qui vous tiennent à cœur, et puis un numéro de téléphone aussi. Et cette fois, on arrive aux questions-réponses, si vous avez des questions. Alors, ce que je vous propose, comme on est vraiment beaucoup débordé, c'est qu'on a quelque chose qui nous attend au fond. Alors, ce qui nous attend au fond, c'est une dégustation de légumes anciens. J'aimerais bien que tu viennes le dire à ma place parce que je vais dire des bêtises. Assez récemment, j'ai rencontré sur Aix-en-Provence un monsieur qui s'appelle Thierry, qui habite à Cadenet, qui a monté une structure pour rassembler la totalité des agriculteurs du coin et pour les fédérer et pour mettre à disposition des paniers bio. Donc je lui ai demandé d'intervenir aujourd'hui, malheureusement il est à Aix, donc il nous a envoyé son collaborateur, son associé, et donc il va vous le présenter très rapidement et puis on va se retrouver autour de fruits et légumes anciens pour pouvoir échanger. Donc à ce moment-là, posez vos questions directement soit aux intervenants, soit à moi, et ça sera plus court parce que là on a vraiment explosé le temps, mais c'est de la faute à Jean-Claude. Donc je vous remercie pour votre écoute, je laisse la place juste à... Rappelle-moi ton prénom.
Clément, qui va vous 2-3 minutes sur ce qui nous attend au fond. Et puis tous ceux qui ont parlé, on est à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Alors, ce qui vous attend au fond, donc on vous a fait une petite enchoyade, voilà, avec des légumes à côté. Donc ça va être du chou-fleur, du céleri, des carottes et une dégustation de jus d'orange avec des oranges de Corse. Voilà.